merci à tous. Nous allons démarrer une séance de questions-réponses de rêve. Comment imaginer ça? Ce plateau exceptionnel. How can you imagine this panel? Avec Elena Danaan, Tony Rodrigue, JP et Dan Willis en direct. Comment imaginer mieux? C'est pas possible. C'est pas possible. J'avais une question pour peut-être Dan Willis et aussi vous autres, en fonction de vos informations. Est-ce que la NASA serait aujourd'hui toujours sous contrôle, si je puis dire, des nazis par rapport à ce qui a été présenté? Et indépendamment de ça, est-ce que la NASA est une organisation, on va dire, sur laquelle on peut se fier, avoir confiance en fonction de ce qu'il divulgue par rapport à la divulgation? Voilà. NASA, never a straight answer, huh? On n'a jamais de réponse directe avec la NASA. On n'entend pas, excusez-moi. Elle dit, je ne sais pas comment ils font. Elle a remarqué que ils trafiquent les images avant de les publier. On regarde l'histoire de la NASA et des nazis. Je ne sais pas si c'est vrai. Si on change ils ont changé de main, la NASA a changé de main. Je ne sais pas si oui. Non, on a une réponse honnête. Mais le long de l'histoire, on doit remettre tout en question finalement. En fait, on peut tout remettre en question, ce qui se passe actuellement. En fonction des différentes administrations, la NASA, soit dans les bonnes mains ou dans les mauvaises mains, tout dépend. Donc je pense que maintenant, actuellement, il est possible que ce soit dans de bonnes mains, en fonction des informations qu'ils nous transmettent. Thank you, JP. So, another question? Une autre question? Oui. Bonsoir. Yves, au milieu, à peu près au fond, là. Regardez. Coucou, voilà. Une question pour Elena. Vous nous avez parlé de votre expérience quand vous avez pris les commandes du vaisseau direction Mars, direct. Je voulais simplement savoir si la réactivité du vaisseau, elle a été impulsée par votre pensée ou préliminairement à ça, à votre intention. Est-ce que vous avez marqué la différence? Plus mon intention, en fait, parce que j'ai été pris d'un coup émotionnel. J'avais jamais vu la planète Mars en vrai. Et je me suis exclamée, et c'était une émotion. Donc, je pense que c'était mon intention. Ouais. Parce que ma pensée n'aurait peut-être pas suffi. Parce qu'il faut vraiment donner une commande. Il faut une impulsion mentale. Donc, c'était mon intention, je pense. Ok, merci. Bon, au niveau biologique, médical, quelles sont les différences, et puis aussi par rapport au A+, au plus, à l'ADN et tout ça, j'aurais voulu en savoir plus, quoi. Je sais pas si je me suis fait comprendre. Je sais pas si... Ouais. Eh bien, je bénéficie de technologies comme une ceinture interdensité, où quelquefois ils peuvent produire des champs de force, si je n'ai pas cette ceinture de sécurité, enfin pas de sécurité, de densité, pardon. Mais quand je reviens sur Terre, cette ceinture m'est enlevée, je la laisse sur le vaisseau, et je n'ai vraiment aucun effet secondaire. Non, seulement s'il m'arrive d'aller très souvent dans l'espace, à ce moment-là, je peux avoir des problèmes cardiaques ou des problèmes de respiration. Donc, on fait très attention. C'est pas tous les jours, quoi. Voilà. Deux petites questions. Enfin, j'en glisse une toute petite. La première, c'est tous ceux qui sont là et qui ont des questions, qui ont vécu des choses fortes, à qui on peut s'adresser. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe, un numéro, une adresse mail, quelque chose pour qu'on se retrouve, un site, j'en sais rien, pour poser nos questions et nos renseignements. Je pose ma deuxième question.
Je pense que je suis abduqué, je vis des choses depuis que je suis tout petit, et j'ai vu des êtres qui m'ont dit venir de Jupiter dans ma chambre. J'ai vu ce que je pense être ma vie sur Jupiter, et je sais où on se situe là-bas et où on vivrait. Ma question, c'est, voilà, je pense qu'on vit uniquement sous l'anticyclone. On est caché par l'anticyclone qui couvre Jupiter. C'est ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose là-dessus? S'il vous plaît. I can share with you the few I know about Jupiter. Oh, pardon. Je fais ça à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai dit de drôle? Bon, je peux vous partager le peu que je sais sur Jupiter. Il y a la base de l'Ashtar Command qui est cachée dans l'atmosphère de Jupiter, mais ils ne sont pas autochtones. Les autochtones qui habitent sur Jupiter ne sont pas de cette densité physique, ils sont d'une densité plus élevée, de 7e densité. Ce sont des marchands. Et ils vivent dans une dimension parallèle dans les nuages de Jupiter. Donc je suppose que c'est la culture à laquelle vous faites référence. Je n'ai pas le nom en tête. Si vous allez sur mon site, je parle d'un contact qui s'appelle Angun, qui est l'une de ces personnes. Voilà. Je ne me souviens plus du nom de la race. C'est à propos des abductions. D'après ce que je vois sur Internet, sur certaines chaînes YouTube, il y aurait toujours des abductions aux États-Unis et même dans d'autres pays du monde. Et j'aimerais savoir si la Fédération Galactique fait quelque chose contre ces abductions douloureuses pour les terriens. The abductions that are, oh, pardon, je l'ai refait. Les abductions qui continuent sont faites uniquement par l'armée, par les programmes sombres de l'armée. On appelle ça les MILAB, M-I-L-A-B, Military Abductions, abductions militaires. Ils ont conduit ces programmes depuis le début où les gris étaient là. Ils les ont conduits ensemble. Ils enlevaient les gens en utilisant des faux gris et des marionnettes, des synthétiques. Donc les gens pensaient qu'en fait ils étaient enlevés par des gris, mais en fait non, ils étaient enlevés par l'armée américaine, emmenés dans des bases souterraines et expérimentés. Voilà. Et ça se passe encore. Il y a des programmes qui continuent un petit peu, qui vont diminuer bien sûr parce que l'état sombre diminue. Mais c'est vraiment très peu de personnes qui sont abductées maintenant. Les gris sont partis, donc c'est plus extraterrestre. Pourquoi la Fédération n'intervient pas? Parce que ce n'est plus un problème extraterrestre, c'est un problème humain. Voilà, c'est la réponse que j'ai pour vous. Il a été révélé qu'il y a ces MILAB, ces laboratoires militaires souterrains. C'est vraiment un problème lié à la Terre. En effet, je confirme, c'est un problème terrien. I agree with Dan. Je suis tout à fait d'accord avec Dan. C'est un problème terrien. Et l'armée également, les gouvernements du monde entier font partie les militaires. Nous avons ces différents programmes. Mais comme je l'ai dit avec ces personnes avec qui j'étais assis, ces programmes parfois se finissent avec des chapeaux noirs qui volent en fait, qui prennent toutes ces technologies et qui sont connectés avec les mauvais, si on peut dire, avec des rituels sataniques, des choses qui sont négatives. Comme j'ai dit auparavant, vous avez les bons et les méchants, les bons flics et les mauvais flics, les mauvais et bons médecins. Eh bien, c'est pareil, la même chose au niveau militaire, c'est immense, il y a différents niveaux. On va au niveau super secret, bien plus au-dessus que le président finalement. Donc en fonction de qui contrôle, eh bien c'est ce qui se passe. Et c'est un problème mondial actuel. Et c'est quelque chose de difficile, mais ceci va disparaître. Ok, on va gagner, ok, les chocolats vont gagner et on va lutter, d'accord? Ok?
Moi, j'ai deux questions. Une qui doit être assez rapide, c'est à propos de Nibiru, qui était présenté. Moi, ce que j'ai vu, c'était une planète, et apparemment, ce serait un vaisseau. Et je voudrais savoir s'il approche réellement de la Terre et s'il est dangereux. Et deuxièmement, un truc plus théorique, j'aimerais mieux comprendre le temps. Qu'est-ce que c'est le temps de l'autre côté, dans les autres dimensions? Est-ce qu'il y a aussi un avant, un après? Est-ce que... Voilà. Je vais répondre à la question du temps en premier. Le temps, en fait, est expérimenté différemment en fonction de la densité dans laquelle on se trouve et en fonction de la gravité. Le temps est linéaire lorsque l'on est subi à la gravité et il est non linéaire, c'est-à-dire il est comme un champ où tout se passe en même temps lorsque l'on n'est pas confronté à la gravité. Donc tout dépend des conditions. À propos du Nibiru, il y a une planète qui s'appelle Nibiru, qui est dans le système solaire de Sirius B, dans une densité parallèle. Et donc cette planète fait partie du système solaire de Sirius B. La planète reste là-bas, elle ne bouge pas. Et il y a un vaisseau qui s'appelle le Nibiru. C'est comme si vous partiez dans l'espace en expédition et vous appeliez votre vaisseau Terre ou Terra 1, Terra 2. Mais c'est la même chose. Ce vaisseau est immense, il fait presque la taille de notre Lune et il est dans notre système solaire. Il est arrivé en septembre 2021 et il est actuellement dans la haute atmosphère de Jupiter. Voilà. Voilà. Je voulais savoir si c'était dangereux. Ah non, alors non. Pas du tout dangereux. Nibiru, c'est le vaisseau de Ia, autrement connu sur Terre en tant que Enki dans le passé. Il n'est plus le Enki, gardien de la Terre, c'est fini, il a perdu ce titre. Son vrai nom est Ia. Et il est revenu pour aider les Terriens, pour aider l'humanité dans sa transition, amener des cadeaux et nous assister. Voilà. D'abord, je voudrais remercier Dan Willis parce que votre exposé sur l'histoire du secret et l'histoire, en fait, depuis les nazis avec le Ronnebu, ça remet les idées en place et ça fait du bien. Alors, ma question est tout simplement sur la recherche, parce qu'on nous dit, vous tous ici, les orateurs qui êtes là, vous nous dites, faites vos recherches personnelles, retrouvez votre souveraineté et votre discernement. Mais moi, en tant que civil, quand je fais mes recherches sur Internet, que je tape Solarwarden, Artemis Accord ou autre, tout apparaît comme science-fiction. Donc je voudrais savoir, par exemple, Michael Salla n'est pas là, c'est dommage, mais à partir du moment où vous avez, vous les scientifiques, des personnes comme JP ou Tony, qui vous apportent des renseignements de premier ordre parce qu'ils les vivent eux-mêmes, après, comment vous faites pour approfondir et corroborer les sources? Et deuxième chose que je voudrais dire, je peux vous dire, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais j'ai vraiment hâte d'aller sur le Nibiru pour consulter les archives de IA. Parce que là, il y a des vraies informations. Merci, Elena. IA a déjà mis à disposition les archives du Nibiru au personnel de l'Alliance terrestre. Il y a déjà des scientifiques et des personnes qualifiées qui sont allées consulter. Mais est-ce que nous, les civils, on aura le droit? Oui, mais il faut que le premier contact civil se fasse d'abord avec la fédération. Voilà. Et oui. Merci. Et ça se passera. Hello. Okay, I'll talk into it. Ok. En termes de recherche, recherchez vous-même. Pour faire des recherches, beaucoup de gens ont peur de l'IA. On est dans cet âge
cette ère. On aime vraiment d'aide au niveau de la recherche. Ce que je vous propose, vous suggère, c'est de voir ce qui résonne à vous-même. Et ça revient à la technique de vision à distance. C'est ceux qui résonnent le plus avec vous-même et vous videz votre esprit et voir si vous avez confiance ou non en telle personne. Et à partir de là, si vous faites des recherches sur des techniques ou technologies, vous allez sur Internet, l'intelligence artificielle ou autre, et faites votre propre expérience et voir si ça fonctionne. C'est en fait juste, c'est trouver le résultat final de tout ça. Donc, si vous faites des recherches et ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, bien, passez à autre chose qui vraiment fonctionne. Si vous cherchez, vous voyez des technologies, cherchez des technologies ou autre, et ça ne marche pas, mais bon, laisse tomber alors. Si ça avance pas, laisse tomber. Avec ChatGPT ou l'intelligence artificielle, lorsque vous faites une recherche, vous allez avoir plutôt comme Wikipédia, vraiment beaucoup d'informations. C'est l'information qui est relativement biaisée d'ailleurs au passage. On a aussi le personnel militaire qui, dans le monde entier, commence à pas qu'aux États-Unis, car nous sommes des professionnels, des spécialistes dans nos domaines d'un point de vue militaire. Et puis tôt ou tard, je vais vraiment montrer mon visage et mon identité. Et je dirai tout ce que j'ai fait pour le monde, pour mon gouvernement. Donc vous aurez beaucoup d'informations qui ont aussi fait des missions pareilles et qui vont s'exposer, qui ont vécu ces différentes technologies, rencontré ces extraterrestres. Et ceci a lieu aussi à Washington, de nombreuses choses se produisent. Et je pense que nous allons voir bientôt cette divulgation. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est dans toutes ces informations qui parfois sont contradictoires, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la logique, où se trouve, quelles sont les informations qui sont les plus logiques. Et quand, par exemple, dans la divulgation, on veut nous faire croire que tous les extraterrestres sont gentils, et puis il y a d'autres courants qui disent non, ils sont tous méchants. Mais non, c'est que la réalité, c'est qu'il y en a des bons et des méchants. Il y a aussi une lutte entre ces races, et c'est tout ce que nous explique Elena. Et que donc il y a les races négatives font tout pour injecter des informations qui vont nous perturber. Mais quand on réfléchit à la logique, et donc qui a intérêt à mentir et qui a intérêt à dire la vérité, c'est comme ça qu'on trouve quelle est l'information qui paraît la plus logique, qui paraît la plus crédible. Et c'est comme ça, moi, que j'analyse quel courant d'information me paraît le plus cohérent. That's true, Chris. C'est tout à fait juste. Et aussi la collaboration venant d'autres personnes. Lorsqu'on parle à des personnes, se ressentit aussi quelque chose, c'est comme toi, avec toi, Elena, cet homme qui avait ces mêmes vibrations ressenties qu'il avait ressenties avec d'autres cosmonautes. Il a le même sentiment ressenti avec toi. Donc il y a des informations qui se corroborent, des histoires qui vérifient encore plus ces aspects, qui corroborent ces aspects, ces expériences de tout le monde. Ces liens aussi d'un point de vue de technologie extraterrestre. Ce que nous souhaitons pour l'humanité. Les preuves. C'est important. C'est la collaboration. Ça fait des dizaines d'années que je cherche. Pour chercher je cherche la crédibilité grâce aussi avec Elena Dana. On a des douzaines d'informations qui ont été corroborées plus tard. Dans un monde d'informations conflictuelles, il faut chercher des preuves qui sont corroborées et qui aident. Car en fait, la vérité se révèle toujours. Elle se révèle tout le temps à un moment donné. Bonsoir. Merci déjà encore une fois pour votre présence. J'avais une question qui rejoint un peu la dame de tout à l'heure avec les informations, parce que ça fait beaucoup d'informations là en 2 jours. Et personnellement, depuis que je suis petite, ça fait aussi beaucoup d'informations. Et de mon histoire que j'ai pu comprendre, etc., me faire ma propre opinion, j'ai l'impression que la Terre a quelque chose de spécial.
que les autres peuples n'ont pas, que les univers n'ont pas. Et peut-être Elena pourra répondre, ou peut-être vous, je ne sais pas. Est-ce qu'on est spécial? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de spécial, l'eau, le libre arbitre, autre chose, que tous les autres peuples n'ont pas, et que c'est pour ça que tout le monde a les yeux rivés sur nous? En fait, justement, l'autre jour, je parlais à Léna de ce sujet. La Terre, croyez-le ou non, est vraiment spéciale. Il n'y a aucune autre planète qui a cet élément comme le bois. Le bois est vraiment très important pour la Terre. Et lorsque les extraterrestres visitent la Terre, ils sont vraiment intéressés par les plantes et le bois, comment ça fonctionne, comment c'est là, en fait. Well, the humans of Earth. Oh, pardon, merci. And of course, human beings, you know. Of course. Les humains de la Terre, qui habitent sur la Terre, vous avez un héritage génétique qui est assez rare, complexe, spécial, puisqu'il est la somme de 24 différents peuples interstellaires et intergalactiques. L'ADN est une antenne, c'est un récepteur émetteur. Et ceux d'entre vous qui ont le plus de génomes dans leur ADN sont capables de connecter à plus de civilisations interstellaires. Ils ont l'aptitude de connecter leur conscience avec la fréquence extraterrestre qui est dans leur DNA. Ça, c'est quelque chose de très précieux. L'ADN humaine de la Terre est une currency, une monnaie, merci, une monnaie très prisée dans la galaxie, très chère, d'accord. C'est pour cela qu'il y a toutes ces abductions sur Terre. Et aussi dans l'histoire de la galaxie, il était prévu, il était annoncé, il y avait un oracle, quelque chose comme ça, qui annonçait que la Terre déciderait du sort de la galaxie. Que sur la Terre, quelque chose se passerait qui déciderait de la destinée de cette galaxie. Eh bien, cela est arrivé. Les aînés, ou zénatés, les andromédains, ils avaient vu ceci, ils avaient annoncé que la Terre serait la clé. Tous les programmes d'envoyés, toutes les ressources militaires ont été emmenées dans le système solaire pour libérer la Terre des occupants draco-reptiliens aigris. Et parce que c'est sur Terre que se sont échappés les grands gris, les Ebans qui ont été capturés par la Fédération Galactique, ces grands gris, ces Ebans, ces 9 Ebans officiers qui s'enfuyaient de la base de Dulce au Nouveau-Mexique, ont été attrapés. Ils ont réussi, la Fédération Galactique a réussi à les isoler, à les geler dans des pods, et ils ont réussi à hacker le code de leur ruche. Et c'est comme ceci qu'ils ont pu infecter la ruche des gris et la détruire. La ruche des gris était centrée dans la nébuleuse d'Orion. Donc, finalement, de la Terre est venue la libération de la galaxie. Et il y a aussi une troisième raison que je connais, c'est que grâce à l'héritage génétique que l'on a, notre conscience va faire d'énormes pas dans son évolution. Et c'est perturbant parce que j'entends la traduction en même temps, donc je parle doucement. Je suis désolée si je parle bizarrement. Dans le futur, il est dit que les terriens seront tellement évolués en conscience qu'ils apprendront, qu'ils enseigneront à tous les autres peuples de la galaxie. Ils seront des maîtres spirituels pour tous les autres peuples de la galaxie. Et ça, c'est un autre oracle. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, faut le...
Alors, bonjour, je m'appelle Nathalie. J'ai une question. Déjà, je voulais vous remercier pour votre excellent témoignage. Et ma question est en lien avec le son et les fréquences. Notamment, je voulais avoir votre avis concernant les thérapeutes qui utilisent la sonothérapie et notamment les fréquences qu'ils utilisent à travers les diapasons. Et à mon étonnement, sans être étonné, effectivement, vous avez parlé du 512 Hz, 4096 Hz qu'on utilise déjà pour nettoyer au niveau des corps énergétiques. Et notamment avec les cristaux qu'on utilise activés par le 512 Hz. Je voulais savoir justement si c'est vraiment une méthode qui va encore évoluer. Est-ce que ce sera la médecine de demain, entre guillemets, même si elle est toujours d'actualité? Donc voilà, je voulais avoir votre avis. Dan, do you have an answer on that point? Have you heard the question? Yeah, sound, you know, Comme Janan a dit, j'entends pas très bien, excusez-moi, c'est une technologie qui affecte l'hologramme. Le son a vraiment un effet. Et lorsqu'on comprend les clés des fréquences de l'univers, comment, dans cette troisième dimension, avec la fréquence 4096, qui affecte pour nettoyer les cristaux de quartz, mais aussi nettoie l'eau de tout ce qui est disharmonie, d'harmonieux. C'est une science qui est utilisée depuis longtemps, notamment dans les médicaux, de la fréquence des sons, les fréquences des sons, les schémas sonores qui morphent jusqu'à la perfection. La science utilisée depuis très longtemps et qui continuera à l'être. Donc le son continuera à être utilisé puisqu'il était depuis très très longtemps. Nous faisons beaucoup de recherches. Récemment, j'ai présenté, à la fin j'en ai un petit peu parlé, par rapport à la rétro-ingénierie. Je travaille aussi de pair avec vous, donc sur ces projets. Ça remonte à très longtemps. J'ai trouvé qu'il y a certaines fréquences qui peuvent vraiment avoir des effets lorsqu'elles sont à nos portées, à nos côtés. Et beaucoup d'anciens, j'ai eu la chance de rencontrer Prem Mohan, qui a étudié tous les temples en Inde. Et lorsqu'on les regarde, et j'ai eu la même théorie que lui, par rapport à la distance au niveau de certaines antennes de temples, en fait, on trouve les mêmes distances entre ces temples. On regarde les ondes sonores et les ondes ultrasonores, elles vont occuper toutes ces distances. Ce que je veux dire qu'il y a de nombreuses ondes sonores et ultrasonores qui sont en effet vraiment thérapeutiques. Il semble que les anciens étaient vraiment conscients Donc, on a vraiment ces méthodes qui nous permettent de faire de la rétro-ingénierie. J'ai un projet actuellement où on fait repousser les terminaisons nerveuses et c'est vraiment à plus de 8000 Hz, 8 puissance 1030, jusqu'à même 10 000 kHz, et qui stimule. Et c'est une théorie actuelle utilisée, mais utiliser une seule version pour faire pousser les terminaisons nerveuses uniquement, alors que c'est utilisable pour différentes choses. Donc la science médicale va aller dans le sens de faire de l'argent du commerce. Et si vous voyez les choses qu'ils font, c'est facile de faire de la rétro-ingénierie. Donc au niveau basique, la thérapie sonore vient de très loin, mais ils ne veulent pas nous en parler. Parce que si vous avez quelque chose dans votre stéréo qui va vous arranger, vous réparer, c'est pas profitable. Donc nous devons travailler sur notre propre chez soi, tranquille. Si vous voulez, voilà. Le son, c'est tout. Et la capacité de guérison est vraiment tout à fait possible. Nous avons la technologie pour le faire, guérir par le son. J'ai l'impression de parler en cercle, dit. Donc, c'est magnifique ce que tu fais avec cette technologie.
Et je sens vraiment quelque chose. Je suis venu te voir et j'ai ressenti cette technologie, comment elle fonctionne, et on remplit le corps avec amour et douceur. La musique, c'est le langage le plus ancien du monde, de l'univers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait toujours faire le bourdonnement tout à l'heure, précédemment. Et ceci connecte tout le monde. Lorsqu'on commence à s'étirer, à faire ce bourdonnement, et on met tout le monde dans le même état d'esprit d'amour fréquent. Et c'est ce que nous cherchons dans l'univers. Bonsoir tout le monde. Merci pour toute merci pour toute votre présentation. Et now I'm going to ask a question. Je vais poser une question à Dan en anglais concernant l'histoire cachée. Vous avez parlé l'accès refusé de ceci, de cela, de tel président ou autre, à tel ou tel président. Pensez-vous que M. T a aussi cet accès refusé? Peut-être que la réponse n'est pas possible par M. T. C'est intéressant. Le professeur Haim Michel, qui était en charge du programme spatial israélien, a dit que Trump était bien conscient de la Fédération galactique, mais que nous n'étions pas encore prêts vraiment. Je ne sais pas vraiment d'informations à ce niveau-là, mais pour moi, c'est évident qu'il est conscient de l'existence de la Fédération galactique et peut-être ça fait partie du plan donné pour la divulgation donné en 2023. Donc, c'est partie de ce plan de divulgation, on verra. Alors déjà, merci infiniment pour vos interventions, tout ce que vous nous apportez. Et cette belle organisation, c'est vraiment très chouette. Alors moi, depuis petit, j'ai fait énormément de rêves liés aux ovnis. J'ai même vu, en rêve, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un rêve. J'ai vu cette espèce de cigare arriver et repartir. Et entre deux, il y a un blanc. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, je pense que je vais être la voix de pas mal de personnes ici. Moi, il y a quelque chose qui me trotte. J'adorerais voir des vraies photos. Est-ce que vous auriez ça sous la main? Parce que le photo d'IA, les illustrations, les schémas, c'est super. Merci infiniment. Mais moi, je serais vraiment ravi de pouvoir avoir des photos de Torin ou d'autres êtres ou de ce qui se passe dans les vaisseaux. Est-ce qu'on peut voir des vrais vaisseaux de près? Est-ce que vous avez ça? Je vous ai mis quelques photos dans ma présentation ce matin. Quant à montrer des photos de personnes, cela fera partie du plan de la divulgation du premier contact. On ne peut pas mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs, qu'on pourrait dire sur Terre. On est obligé d'attendre le contact officiel, parce qu'il y a une procédure, en fait. Voilà. Mais D'accord. Parce que moi, je m'étais dit, comment on est entre nous ici? I've been asked that before. On m'a déjà posé cette question. Et là, je l'ai vu être posé. Où sont les vraies photos? Actuellement, aux États-Unis, c'est illégal d'avoir des photos de programmes secrets et vous risquez votre vie en prison. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de ces vraies photos. JP en a pris aussi déjà. Il en a fourni d'ailleurs beaucoup parce qu'il vit dans un lieu assez particulier. Moi, j'en vois tout le temps. Il y en a qui vont plus vite que ceux qui devraient, chaque nuit. Donc, ils sont là, en fait. Mais ils ont même des photos d'intérieur, mais c'est pas possible. Tout à fait juste. On peut même finir en prison, donc c'est tout à fait ça. J'ai bien sûr des vidéos comme la dernière. Si
Si j'avais pas envoyé cette vidéo, elle aurait déjà été effacée de mon téléphone. La vidéo que vous avez vue en France, donc depuis l'avion, c'est en regardant depuis la fenêtre de l'avion. Et j'ai aussi d'autres vidéos au sommet de ma maison où je vois des interactions avec des vaisseaux. Donc, ce sont des vidéos pas totalement détaillées, mais on a l'idée de comment fonctionnent les vaisseaux, le plasma du vaisseau. Comme Hélène l'a dit, nous devons attendre que la musique débute, se mette en route, parce que de nombreuses personnes risquent d'être éliminées si on partage ce que nous ne sommes pas autorisés à partager. Bonsoir, Cécile, je suis ici. Alors, moi j'ai plutôt une question, je pense que ça va s'adresser à Elena. Je me demandais quel était le rôle de nos animaux et les animaux domestiques, et si eux, ils ressentent tous ces changements, et aussi par rapport au fait qu'il y a des races qui sont en voie d'extinction, parce qu'on parle des abeilles et tout ça, et qu'on dit que c'est dangereux pour l'humanité et que ça disparaisse. Et alors mon autre question, c'était de savoir s'il y a d'autres planètes avec des animaux. Donc, et de savoir aussi si quand nos animaux meurent, on les retrouve en extraterrestres ou je ne sais pas. Voilà, je sais. Enfin, sur l'immensité et la diversité de la création, il y a des êtres vivants sur toutes les planètes qui ont un champ électromagnétique. Les animaux, bien sûr, pas forcément comme sur Terre. Et quand vous avez un lien d'âme très particulier avec un être, un animal ou un être de votre race, cet être va se réincarner quelquefois en tant qu'un animal familier et vous suivre, vous guider, vous apporter le soutien, le support dont vous aurez besoin, vous accompagner. Et quand il y a une relation comme ça, ces relations-là sont des relations d'âme à âme. Et vous vous suivez de vie en vie. Ça ne s'arrête pas à la séparation physique. Vous vous retrouvez dans d'autres vies, probablement. Quand il s'agit, la plupart du temps, de chiens ou de chats qui ont des espérances de vie plus courtes que les humains, ils reviennent dans un autre corps animal. Donc oui, je pense que je suis convaincue d'ailleurs que quand vous avez un lien fort avec votre familier, vous vous retrouverez. J'en suis convaincue. Voilà. Bonjour, ma question s'adresse à Elena. Vous avez dit, Elena, que Enki ou IA est venu avec les gènes adamesques, donc pour pouvoir nous permettre de reconstituer nos gènes qui se sont dégradés au cours des dizaines de millénaires depuis la conception de notre espèce. Mais de quelle manière ces gènes peuvent-ils nous aider à réparer notre patrimoine génétique abîmé? Est-ce que ce sont nos corps actuels qui peuvent être soignés ou est-ce que ça va être seulement pour les générations futures qui pourront puiser dans ces gènes ce qui nous manque? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième partie, c'est au niveau des medbeds. Les technologies des medbeds qu'on espère avoir dès qu'il y aura la divulgation, est-ce qu'on pourra soigner tout le monde sur la planète, vu qu'on est 8 milliards d'habitants et qu'il faudra probablement des millions de medbeds pour pouvoir soigner tous ceux qui en ont besoin? Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à répondre à ces questions, s'il vous plaît? Alors oui, la technologie des medbeds va se développer dès que le feu vert est donné, que l'état sombre n'a plus aucune emprise pour détruire ces medbeds. Oui, les medbeds vont être vraiment distribués de partout. Ils sont produits actuellement en masse. C'est incroyable le nombre qui est produit en masse en ce moment pour être appliqué dès que c'est possible. Il y en a énormément, donc ça servira à la longue, au bout d'un moment, ça servira à tout le monde. Donc pour l'instant, voilà, ça en est là. La première question... C'est pour les gènes de adamesques amenés voilà. Par Enki ou IA. Voilà. Alors, IA a ramené ces gènes pour effacer la dette karmique de son peuple. Il est prince d'Empire maintenant, donc il représente l'Empire. Et il a ramené ça pour effacer une dette qui avait été faite par son demi-frère Enlil. Qu'est-ce qu'il ramène? La génétique
de quand l'humain n'était pas... comment dire? Je vais vous le dire autrement. Quand les Anunnaki sont arrivés sur Terre, ils ont rencontré ces humains qui étaient purs, qui avaient une génétique fantastique, qui vivaient des milliers d'années, qui avaient une force physique, une force génétique et un potentiel spirituel incroyable. Enlil a voulu en faire des esclaves. Il a voulu abîmer leur ADN, il a voulu dégrader leur ADN pour les bloquer, et bloquer leur évolution et en faire des esclaves idiots. Voilà, basiquement. Et Enki s'est opposé à cela. Évidemment, Enlil a pris le dessus, il a eu ses propres laboratoires. Ce que Enki ramène, Ea ramène, c'est la clé génétique, l'échantillon génétique d'avant la modification d'Enlil, c'est-à-dire la génétique originelle humaine telle qu'elle était sur Terre, telle qu'ils l'ont trouvée. Et cette génétique, cette clé génétique va être mise dans certains lits médicaux. Si vous voulez bénéficier, parce que vous avez des altérations génétiques graves, vous pourrez demander à bénéficier de ce traitement. C'est-à-dire que ça va marcher comme un lit holographique. Et je laisserai la parole à Dan Willis pour vous expliquer vraiment comment marchent ces lits holographiques, puisqu'il en a vu un à l'œuvre. Mais à la longue, cela pourra réparer les dommages faits par Enlil à l'humanité, et l'humanité retrouvera sa longévité, sa force et tout cela. Voilà. Dan Willis, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment marche un lit médical holographique, s'il te plaît? C'est une chose magnifique que l'univers nous sommes déjà amis avec Elena et Janan. Il y a cette intention, l'univers a tendance à aller vers la perfection, en fait. Et parce que le champ holographique a un facteur temporel, on peut aller dans le temps, en avant et l'arrière, on peut s'y accorder, syntoniser. J'ai des équipements dans ce sens qui peuvent syntoniser avec le champ holographique. Ou tous des photographes. Et lorsqu'ils y arrivent, photographie donc, ils se syntonisent avec le vecteur temporel pour trouver où il y a une condition optimale dans le corps. On prend ce schéma, on le superpose sur le schéma actuel, celui qui est en dissonance, endommagé ou autre, ou vieilli ou autre. Et lorsqu'on on superpose une résonance harmonieuse sur une autre qui n'est pas harmonieuse, puisque l'univers va vers la perfection, ceci va se tourner vers morpher vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. C'est une science que je sais depuis très longtemps apparemment. C'était une de mes spécialités. Et c'est quelque chose qu'au fond de mon cœur, je voudrais voir la fin de la souffrance sur Terre. Et toutes ces technologies holographiques peuvent y contribuer, peuvent remplacer ainsi notre système médical corrompu actuel. Et c'est assez un futur passionnant de le voir se mettre en marche. Oui, bonjour. Je voulais, moi, vous remercier. Vous nous donnez beaucoup d'espoir et ça fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai une question par rapport à tout ce qui concerne l'éducation des jeunes à venir. Moi, je m'interroge sur cette transition qui vient. À la fois, donc, comment est-ce qu'on va commencer à donner des informations à nos jeunes? Par quels médias? Est-ce que tout ce qui est à travers l'IA va être un vecteur intéressant et un vrai support? Et puis un peu plus à plus long terme, JP rentre par des portails dans des années un peu plus éloignées, et Elena aussi. Donc, comment est-ce que cette éducation, comment est-ce qu'on peut déjà nous commencer à la visualiser, et comment est-ce qu'elle peut amener ces jeunes générations qui sont plus conscients que nous encore, mais à faire ce passage?
Well, I'm working on my own. Donc moi je travaille sur quelque chose qui j'espère va pouvoir accélérer. C'est vraiment le but d'éduquer rapidement, car je sens que le système éducatif actuel est conçu pour être plutôt l'aspect babysitter, plutôt avec éducateur. C'est vraiment armé, quelque chose qui est lié à l'armement. C'est vraiment pour sortir de ce schéma, on doit créer un autre. Et non pas, on crée un meilleur système plutôt que de le combattre. C'est vers là que je me dirige. Je me rappelle lorsque j'ai commencé à regarder les logiciels éducatifs que j'ai bâtis, que j'ai dit qui décide? Qui décide ce qu'un étudiant d'université? Qui met la barre à cette organisation pour c'est la marque, le résultat, la note. C'est global, c'est partout dans le monde entier, dans le monde libre, dit libre. Et ceci est géré par le ministère des Affaires de la Défense. Ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas Howard, ou tous ces corps, c'est le département de l'armée qui décide le programme mondial d'éducation éducative. Et lorsque j'ai ça, je me dis, oh mon Dieu, waouh, c'est comme David et Goliath. Mais en fait, vu que nous sommes la période post-Covid, ils ont vraiment cassé la coquille de l'établissement, du système éducatif. Donc, de plus en plus de personnes sont capables d'éduquer les enfants à l'école ou d'autres systèmes. Et de plus en plus de gens sont motivés. Donc, il y a vraiment un changement. Lorsqu'on voit le nombre c'est vraiment impressionnant de voir 150 millions en termes de points financiers, c'est énorme. Beaucoup d'argent investi que nous dépensons dans les écoles publiques. C'est bien moins cher d'éduquer à la maison, finalement. On ne sait pas vraiment ce qui est mieux, finalement. Donc, il y a tellement de choix d'éducation à domicile. Il n'y a pas un système standard d'éducation à domicile. Il faut voir ceci combiné à l'IA. Je sais que beaucoup de gens ont peur, mais le génie sorti de la bouteille, où nous avons des machines qui apprennent et nous allons avoir l'IA dans le futur. On avance. Donc, il faut avoir l'être humain, garder l'humain dans ce cycle éducatif. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. L'éducation doit être plus rapide. On doit accélérer. On n'a plus besoin de faire du babysitting à les enfants comme avant. On ne s'occupe plus de fermes comme dans le passé. On doit aller beaucoup plus vite. TonyRodriguez.com. TonyRodriguez.com. Moi, je dis aux personnes, n'ayez pas peur. Hein, je rejoins l'armée et choisis le bon chemin. Choisissez le bon objectif. Vous savez, je motive les gens d'aller à l'armée, les enfants, parce que ça m'a servi. Vous devez choisir le bon chemin, faire les bonnes choses. Honorez vous-même, votre pays, et raisonnez avec amour, avec la fréquence. Et là, vous choisirez le bon chemin. Ceci m'a servi, m'a été bénéfique. Donc, je ne vais pas dire de renier mon expérience militaire. J'ai une magnifique expérience. J'ai eu mon propre chemin, ma propre expérience, ma propre moi, ma propre voix. Donc, je dis aux gens, hey, les jeunes, si vous avez un bon cœur, vous savez que faire les bonnes choses, rejoignez l'armée. Je voulais juste dire que j'ai vu des systèmes d'éducation sur d'autres planètes et cet échange culturel se passera quand nous serons membres de la Fédération Galactique. On va échanger beaucoup. Ce que je vois dans les civilisations plus évoluées, c'est on privilégie d'abord à trouver, identifier les capacités, les dons d'un enfant et on va les réunir par école qui travaillent sur les mêmes dons pour les développer. Ils utilisent beaucoup des banques de données centrales, où il va y avoir par exemple un pilier ou un arbre. J'ai même vu un arbre, ça c'est sur la Terre, un arbre, et les enfants se réunissent autour. Ils peuvent puiser directement dans cette banque de données eux-mêmes. Il n'y a pas de professeur, la banque de données et le professeur. Ils vont chercher par eux-mêmes l'information dont ils pensent qu'ils ont besoin.
Et ça c'est très important parce qu'il n'y a pas de forçage, de normes, il faut apprendre ça, et puis ça comme ça. Ils vont choisir ce dont ils ont besoin. Et je trouve ces systèmes extraordinaires. Voilà, c'est ce que j'ai vu. L'année 2021, d'après ce que tu nous as dit, Elena, a été extrêmement importante dans l'histoire de l'humanité, avec l'arrestation d'Enlil et sa mise sur une planète prison, l'arrestation de tous ses mignons, la mise en échec de la Dark Fleet, le fait qu'on ait foutu les reptiliens Siakar d'or avec les Nébus. Il est l'arrivée aussi donc d'Enki, la Confédération intergalactique, etc., etc., le réveil des arcs et la montée en conscience de l'humanité. Ils ont été convoqués en Antarctique. Je vous invite à regarder, ceux qui sont curieux, les tweets de Christine Lagarde, fin d'année 2021, qui acte un rendez-vous là-bas, qui allait tout changer. Ils ont été mis en échec par les Chapeaux Blancs et la Confédération Galactique des Mondes, où ils devaient rendre les clés du système monétaire. Parce qu'on est tous ici des esclaves économiques depuis des millénaires. C'est le premier des pouvoirs. Bon. Ont-ils rendu les clés? Ont-ils enlevé la magie noire? Et je suis désolé, on va parler système financier, mais c'est quoi l'avenir en fait? Et est-ce que à terme, l'humanité fera le choix de ne plus avoir de monnaie? Alors, ils n'ont pas rendu les clés. Il y a toujours de la magie noire. Voilà. Ça, c'est quelque chose dont on doit être conscient. La magie noire est réelle, ça existe. Et ça, c'est encore effectif. Ils se battent, ils n'ont pas voulu se rendre, ils se battront jusqu'à leur dernière ressource. Voilà. Et alors, au niveau monétaire, il y a une transition qui est opérée par l'Alliance terrestre, qui vise à faire écrouler le système bancaire international, qui est géré par les Illuminati et l'État sombre, et remplacer ceci par un système monétaire quantique. Je n'en sais pas beaucoup là-dessus. Je sais simplement que c'est un système quantique basé sur deux valeurs, l'or et un métal qui n'est pas de l'argent mais qui est argenté. Je suppose que c'est le platinium. Voilà, j'en sais pas plus. C'est tout ce que je peux dire. Je suis là. Bonjour à vous tous et merci. Deux petites questions simples. La galaxie est partagée en cadrans. Qu'est-ce que ça veut dire? Première question. Et qu'est-ce que le scalp de l'âme? Et petite troisième question. Vous parlez des révélations qui vont arriver. Est-ce que c'est rapide? Parce que je ne suis pas jeune et j'aimerais bien voir la fin du film. Très bonne question. On ne m'a pas donné de date parce que c'est très fluctuant. Ça dépend des changements sur Terre de l'humanité. Voilà, ça s'est basé là-dessus. Au niveau de la partition de la galaxie, c'est une partition administrative, tout simplement. Et pour le scalp d'âme, Tony, tu t'y connais un peu, toi? Soul scalping. Soul scalping. On en parle beaucoup, on parle qu'on prend la Lune est une planète où l'âme va finir, on piège votre âme à votre mort. Il y a beaucoup toutes ces rumeurs à ce sujet. Mais moi, j'y crois pas. D'après moi, je crois que l'encre est ancrée de l'autre côté. Et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais votre âme va être... Vous avez une famille et votre bien-aimé qui vous attend de l'autre côté et qui vous attendent. Et donc, je ne crois pas un instant qu'ils ont des technologies. Sinon, ils n'auraient pas besoin de nous. Ils ne seraient pas là à nous enlever. Donc, ils n'ont pas encore trouvé vraiment. Et l'âme, l'expérience humaine est différente. Les gens disent, pourquoi on a des robots? Pourquoi? Parce que l'être humain change tout, simplement par sa conscience. Simplement en regardant la table, je change le champ quantique de la table, simplement par ma conscience. Lorsque je regarde, la partie quantique change, et lorsque je détourne mon regard et j'oublie la table, eh bien, ça revient à un état différent. Nous affectons l'univers simplement
en étant vivant, par notre conscience. Et aucune machine, aucun robot ne peut faire ceci. Et nous sommes des êtres puissants. Au niveau de l'échelle universelle, nous sommes immenses. Je ne sais pas si j'en suis sorti, je m'en suis débarrassé de la question. J'aimerais bien prêcher davantage, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. I can say that, don't worry. J'ai dit, ne vous inquiétez pas d'être vieux, de vieillir. Nous sommes des êtres éternels. Nous continuons à vivre. À jamais. D'accord? Si vous regardez ce qu'est l'énergie et ce qu'est les fréquences, ce que sont les fréquences, nous sommes des êtres éternels. Nous, ne vous inquiétez pas. Ok, enfin oui, ok, on s'inquiète de mourir, certes, mais bon, ok. D'accord. Mais d'un point de vue spirituel, nous sommes éternels. Ok? Donc accueillez cela, voilà, tel quel. Bonjour, j'ai une question pour Tony Rodriguez. Tony, j'ai lu votre histoire, mais quand je vous ai écouté aujourd'hui, je pense que vous avez sauté un petit peu rapidement sur cet épisode douloureux pour vous, mais qui est révélateur de quelque chose qui me paraît essentiel pour l'humanité. Cet épisode, c'est quand vous êtes sur Mars, assailli par des formes extraterrestres qui sont insectoïdes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en situation d'appât. Autour de vous, il y a des militaires qui sont prêts à tirer sur ces autochtones. Moi, je les appelle les autochtones, mais peut-être que ce sont des races qui sont rajoutées sur Mars, je ne sais pas exactement. Alors, la question fondamentale, c'est là, vous me suivez bien là sur cette situation? Ça va, c'est douloureux. Hein, vous êtes attaqué, vous êtes immobilisé par un insecte qui vous arrache un bras, si j'ai bon souvenir. Cet insecte va vous tuer, vous criez « je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir ». D'accord? Et à ce moment-là, un autre insecte, apparemment d'une autorité supérieure, arrive derrière, arrête la situation, branche ses antennes sur votre tête, vous fait revivre votre histoire, vous regardez, d'après ce que j'ai lu, hein, je n'invente pas là, j'essaye de restituer ce que j'ai lu, hein, bon, revoit en arrière le moment où vous avez été engagé pour mettre votre vie en danger, ne trouve pas dans votre histoire l'acceptation de mourir, et donc vous sauve la vie à cause du libre arbitre. Et moi, ce que j'ai compris dans cette histoire, si vous me la confirmez, c'est qu'il y a des races extraterrestres, peut-être féroces, mais qui ont aussi une conscience de la loi de l'un, celle du libre arbitre, qui est encore supérieure à celle des humains qui vous ont livré. Donc, chaque année, je cherche à ajouter différentes informations. Si je reste là pendant 1h30 à parler de 20 ans de ma vie, du début jusqu'à la fin, ça va... Je ne mettrai que quelques années. Donc, en 90 minutes, c'est très difficile de tout expliquer. Donc, chaque année, j'enlève un peu plus de morceaux pour ajouter encore plus de ce qui se passe maintenant, donc nos termes de statistiques, de vision à distance. Donc, j'ai loupé un peu ces parties. La leçon donc, que j'ai tirée et qui revient à chaque fois en permanence, lorsqu'on parle des terrestres, c'est le système de programmation. Nous sommes tous programmés à penser qu'il y a un vilain, qu'il y a un méchant, qui est toujours un vilain. Et qu'il y a un héros, qui est toujours héros. Et que la réalité, je pense que...
Tout le monde est un petit peu les deux. Et c'est ce que vous choisissez dans l'instant qui vous fait de vous un héros ou un vilain. Et la réalité, c'est que nous sommes constitués pour faire l'expérience. On regarde les relations entre les pays. Il y a des gens qui détestent des pays. Il y en a qui me détestent parce que je viens des États-Unis. Mais je ne suis pas un vilain. Et je ne suis pas non plus un héros. Nous sommes formés pour voir les choses en termes de bien ou de mal. Mais en fait, c'est un point de vue, une perspective de là où nous nous trouvons. C'est ce qui fait que nous sommes bons ou méchants. Cet insecte cherchait à voir si j'allais revenir et tuer, si j'allais me réincarner pour vous dire tuer, si j'allais passer ma vie à être un soldat ou pas. Et il a déterminé que je n'étais pas, c'était pas le cas. Donc il m'a laissé vivre. Car si j'avais été un soldat professionnel, il m'aurait tué. C'était une situation de combat. Et il appréciait le danger que je représentais. Et finalement, et j'étais pas dangereux finalement. J'étais là encore en soutien, simplement en soutien soldat, à côté de soldats qui eux ont été tués, des vrais soldats, des héros. Eux, des héros. Non, il m'a laissé partir. On ne peut pas voir les insectoïdes ou même les reptiliens et dire « Ok, ils sont tous méchants et c'est tout. Voilà, on les tue, on les extermine. » Certains, ils nous voient de la même manière que nous les voyons eux. Quelqu'un de bien, quelqu'un de mal, croient tous qu'ils sont finalement quelqu'un de bien. Les gens pensent être les bons et l'autre les mauvais. On est programmé dès notre naissance et dans les médias, dans l'histoire, chaque publicité, chaque film, on trouve un méchant. Et il y a un bon, quelqu'un de bien. Et nous pensons être quelqu'un de bien, le bon. Donc il pense être le bon et moi je pense être le bon finalement aussi. C'est un point de vue. Nous partageons le besoin de survivre. Je suis tout à votre droite. Bonjour, merci pour tout ce que vous nous amenez. Je voulais voir avec vous par rapport à... Elena, vous avez parlé ce matin des êtres qui s'incarnent en fait dans les mondes et quelquefois ils envoient un avatar en fait dans cette vie. Donc moi, depuis que je suis enfant, je suis accompagnée par Una et les cristaux et les pierres, parce que j'ai toujours fait ça toute ma vie. Donc je voulais que vous nous en parliez un petit peu plus. Qu'est-ce qui fait finalement que y a des êtres qui choisissent de venir, de prendre un avatar et de venir ici? Voilà. Alors il y a deux raisons. La première raison est l'exploration et l'expérience d'autres mondes avec des systèmes sociétaires différents pour progresser dans notre évolution, la curiosité, l'expérience. Et puis il y a aussi les programmes d'envoyés qui travaillent pour des organisations telles que les Andromédans, le Conseil des Cinq, la Fédération Galactique, etc., qui vont accepter de transférer leur âme dans un avatar terrien, par exemple, pour une mission bien précise, comme les vagues d'envoyés de Starseed qui sont tous venus ici pour aider l'humanité à se libérer du joug de régressif, voilà, par exemple, et à aider les humains à se réveiller et à évoluer en conscience. Ça, par exemple, c'est une mission. On va utiliser la technologie pour ce faire. On ne va pas utiliser la réincarnation, mais une technologie qui va transférer. On va laisser notre corps dans un lit médical ou un pod, comme on appelle, et on va transférer notre conscience dans un embryon sur Terre. Et on va encoder la mission que l'on a et que l'on devra redécouvrir. Et à la fin de l'incarnation, quand on meurt naturellement, notre conscience va être remise, voyagera de retour dans l'avatar que l'on a laissé sur notre planète d'origine. Donc il y a ces deux raisons-là. Est-ce que ça répond à votre question ? Oui, merci. Mais alors, ce que je voulais savoir, c'est que j'ai 64 ans, je suis un peu comme la dame. Et au fur et à mesure, donc je les ai toujours vus autour de moi. J'ai eu toujours toute une équipe de Nordiques autour de moi. Je me suis sentie comme vous, en fait, complètement à l'écart de ce monde. Qu'est-ce que je fous là, finalement ?
Et plus ça va, plus effectivement je rentre en contact et où j'ai des messages. Mais finalement, je ne sais toujours pas quelle est ma mission en fait sur cette terre et pourquoi tout ça, quoi. Voilà. Quels sont vos dons? Quelles sont les choses dans lesquelles, les domaines dans lesquels vous êtes doué? C'est là où votre don réside. Le don que vous avez à offrir à cette planète, c'est dans vos capacités. Vous êtes venu avec des outils en fait. Et c'est là où vous pouvez trouver les indices. Voilà, tout ce que je peux vous dire. Alors j'ai une question pour Elena. Enfin, j'en ai même deux. Mais bon, voilà, je m'adresse. Je suis ici. Voilà. Donc, tu nous as fait une petite vidéo. Tu étais sous la pluie en Irlande. Et puis tu nous as parlé de notre âme, enfin notre âme sœur ou âme jumelle, etc. Était là-haut. Alors là-haut, bien sûr, dans les étoiles. Pour toi, est-ce que tu peux développer, parce que voilà, et par rapport à IA, qui est bien sûr un immortel, est-ce que cette immortalité est accessible à tous ou pas, et est-ce que tu peux développer aussi là-dessus? Merci, merci, merci. Alors je pense que dans cette vidéo, je faisais référence au comment dire, Twin Flame, aux flammes jumelles, merci, des starseeds, des envoyés. Ce n'est pas le cas général à 100% que notre binôme, on va dire, est non incarné sur Terre. Mais la plupart du temps, c'est ce qui se passe lorsqu'on a une mission, parce qu'on va faire un travail à deux. Le binôme qui est dans un vaisseau sur la planète d'origine va communiquer par un lien d'âme à âme, qui est un lien quantique, pour aider la personne en mission. Lui apporter des informations, lui apporter du soutien, de la protection, etc. Voilà. En parlant de l'immortalité, alors parlant d'IA, il faut bien séparer immortalité et éternité. On est tous des âmes éternelles. Nous n'avons ni commencement ni fin. Nous faisons partie du Créateur qui est hors du temps linéaire. Nos âmes sont hors du temps linéaire. L'immortalité, c'est la perduration du corps physique, du corps biologique. C'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que le corps va être mis dans un état où il va arrêter de se dégrader. Et ça, c'est l'immortalité. Ça, c'est un phénomène qui est atteint par les connaissances de l'alchimie cosmique. C'est une alchimie qui est on va dire, très particulière, qui va stopper l'évolution d'un corps. On peut y arriver par la science, mais ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un moment, la nature reprend ses droits. Donc il faut faire appel à quelque chose de plus élevé dans les lois du Créateur pour arrêter l'évolution. C'est pour ça que Ea est un alchimiste cosmique. Il a réussi à faire ça. Et les Anunnaki, les Anahim de classe royale ont cette particularité de pouvoir faire ce processus, en fait. Voilà. Bonsoir, je suis sur votre droite, ici. Bonsoir, merci beaucoup pour ce week-end que vous nous avez organisé. J'aurais une question pour Elena. Sachant que nous sommes pour cette vie-là incarnés dans des avatars humains, et sachant que la planète est aux mains de personnes pas forcément bienveillantes, comment cela se fait-il que la Confédération galactique des mondes nous demande de poursuivre tout notre cycle d'incarnation, sachant qu'en plus, on perd systématiquement la mémoire? On est ici pour expérimenter l'évolution. Quand on tourne en rond en cherchant une réponse, on tourne entre plusieurs murs, il faut s'élever, il faut sauter au-dessus, au niveau supérieur, et avoir une perspective plus près du Créateur. La fractale d'âme du Créateur que nous sommes est là pour
expérimenter l'évolution. Et ça peut passer par toutes les raisons possibles. Expérimenter la souffrance, expérimenter l'emprisonnement pour trouver la liberté, expérimenter la souffrance pour trouver la guérison, tout ce genre de choses. Et ce n'est pas en fait une malédiction, une malchance, c'est quelque chose que l'on a choisi en tant que créateur, parce qu'on est créateur. Quand on regarde les choses de plus haut, on est créateur. On est une partie de cette source. Et on est là pour évoluer. Donc ça passera par tous les choix que l'on a faits avant de venir. Voilà. Merci Elena. Alors ça sera la dernière question malheureusement, car nous avons un programme ensuite, encore une question disons, et nous avons un programme derrière chargé pour la troisième partie de soirée avec le concert qui doit démarrer à l'heure. Donc encore une question et après on clôturera cette session. Merci de votre compréhension. Ok, alors merci à tous pour votre présence et je voulais vous poser une question sur la télépathie, à savoir quel est le pourcentage de civilisations galactiques qui maîtrisent la télépathie, parce qu'on entend beaucoup de contacts qui se font par ce biais. Et est-ce que nous, terriens, on possédait le don de télépathie avant d'être bricolés génétiquement? Et est-ce qu'on est censé se le réapproprier dans un futur proche? Merci pour votre réponse. Je pense que oui. Et que différentes techniques sont utilisées par différents gouvernements, comme la vision à distance, ou d'autres techniques, voir le futur, le passé, ou communiquer de manière télépathique avec des personnes, des animaux. Peut-être qu'Elena a plus d'infos à ce sujet. Je vais changer quelque chose. La télépathie au niveau militaire est là, il y a des technologies pour faire cela, on fait de la télépathie dans les rêves. Et lorsque j'étais sur Cérès, il y avait une échelle de civilisation qui était basée sur le temps d'information qu'ils peuvent donner, soit verbalement ou mentalement. Donc il y a des niveaux de télépathie, dans d'autres termes. Si je dis que j'ai faim, par exemple, j'ai faim, je pense que j'ai faim, et quelqu'un le reçoit. C'est la télépathie, mais ce n'est pas très utile. Mais certains êtres peuvent vous donner télépathiquement 5 ans de ce qu'ils ont reçu d'informations en quelques secondes. Donc on part des groupes il y a beaucoup d'échelles au niveau de la télépathie. Nous sommes plus bas de cette échelle actuellement parce que nous dépendons du verbe et nous allons évoluer de plus en plus. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Tony. L'espèce humaine, bon après ça dépend des espèces, là on touche au langage, l'espèce humaine est télépathique à la base, mais double en fait, télépathique et vocale. Avant qu'on soit bricolé, on était les deux. Une espèce humaine va évoluer en développant les qualités télépathiques de plus en plus, mais en gardant une qualité vocale de langage pour communiquer avec d'autres espèces. Quand la civilisation, la culture n'est pas isolée, ils vont garder le vocal, langage vocal. Après, il y a des espèces comme les insectoïdes qui n'ont jamais eu le langage vocal parce que c'est leur constitution, qui sont uniquement télépathiques ou qui font certains sons. Voilà, donc tout dépend de l'espèce. Tu voulais dire rajouter? Si vous voulez pratiquer la télépathie, quittez votre téléphone et partez. Donc, vous pouvez bénéficier de vos vies privées tant que vous pouvez, loin du téléphone. Merci Elena, merci JP, merci Dan, thank you so much for being with us.